Bien, messieurs, dames, les enfants, bonjour à tous et bienvenue à bord de la vedette L'Oiseau du Cap. Alors, nous venons à l'instant d'appareiller du port d'Erquy pour une petite promenade en mer. Comment va se dérouler ce temps que nous allons passer ensemble? Eh bien, écoutez, tout d'abord, nous allons déborder la pointe du Cap d'Erquy. Alors, vous allez voir, c'est une pointe qui va se dégager dans quelques instants sur l'avant droit de notre vedette. Ensuite, on profitera que la marée soit encore assez haute pour longer une partie de cette côte. Donc on passera pas très loin des plages sauvages, de l'îlot Saint-Michel. Petite curiosité avec cette chapelle sur son îlot rocheux. La plage des Sables d'Or, les carrières de Fréhel. On poursuivra notre route jusqu'au Cap Fréhel. Alors là on s'arrêtera un petit peu pour découvrir notamment la réserve ornithologique de la Fauconnière. Alors on ne le sait pas toujours, mais le Cap Fréhel c'est aussi un endroit où viennent se reproduire des oiseaux marins migrateurs. On n'a pas l'habitude de croiser sur notre littoral. C'est pour ça qu'on va prendre le temps de les découvrir et de les observer. D'autant plus qu'on est quasiment dans la fin de la période de reproduction de ces espèces. On va essayer d'en profiter au maximum. Ensuite, on continuera encore un petit peu notre chemin vers l'est. Donc on sera passé dans la baie de Saint-Malo. Et on ira découvrir le château du Fort Lalatte. À l'issue du Fort Lalatte, on effectuera demi-tour et retour au port d'Erquy avec une route un peu plus éloignée de la côte et donc un peu plus rapide. Alors ce n'est pas moi qui vais vous parler de tout cela, vous avez aperçu l'équipage à l'embarquement, Thomas et Romain. Donc ils seront tous les deux parmi vous pour vous expliquer bien toutes ces petites choses que l'on sera amené à découvrir. Moi, vous ne m'entendrez pas beaucoup. Messieurs, dames, rebonjour. Comme le disait à l'instant Mathieu, nous allons parcourir la côte de Penthièvre aujourd'hui, qui va de Saint-Brieuc au Cap Fréhel. On va même aller au-delà vu que nous allons contourner le Cap Fréhel. Que vous avez des galets sur la plage, ce sont les restes de craie rose extraits par ces carrières. On a un joli cachet à cette plage. Maintenant, c'est un centre de vacances qui a utilisé les bâtiments construits par Monsieur Barrier afin d'héberger ses ouvriers et qui l'a transformé donc en centre de vacances qui accueille des séminaires, des mariages également et qui est ouvert bien sûr aux particuliers, surtout l'été. Centre de vacances qui a une très belle vue, notamment sur cette petite merveille que nous avons sur l'avant droit du bateau. Une petite chapelle comme ça perchée sur un îlot. On pourrait se demander pourquoi des moines par ici, c'était les moines cisterciens de Saint-Aubin qui sont venus construire ce premier lieu de culte au XIIIe siècle, sont venus ici. Bon, apparemment ça serait des marins qui ont survécu à un naufrage, qui ont fait vœu de piété et qui ont demandé la construction d'un oratoire ici. Et donc ça a été un lieu de culte qui a été assez suivi jusqu'en 1950 environ. Et nous sommes maintenant au pied des falaises du Cap Fréhel. Une belle falaise de 70 mètres de haut, toujours en grès. C'est un cap qui est très visité, en particulier lors du départ d'une course qui part de Saint-Malo, plus particulièrement de la Pointe du Groin, pour aller jusqu'en Guadeloupe tous les 4 ans. On était la route du Rhum. Vu qu'il y a une bouée qui est mouillée non loin du Cap Fréhel, afin d'obliger tous les bateaux à contourner cette bouée et donner un magnifique spectacle. Ça donne donc un magnifique spectacle depuis les falaises.
Et ça va avoir lieu cette année en novembre, les 40 ans de la route du Rhum. Très beau spectacle en perspective. Ça y est, là on est vraiment au pied du Cap Fréhel. Cap qui n'est pas toujours évident à passer. Bon, aujourd'hui on a quand même des conditions qui sont relativement clémentes, hein, mais ça lève toujours un petit peu plus de houle au niveau du cap. Tout le courant des baies passe est concentré au niveau du cap. Avec la tempête hivernale, c'est impossible à passer aussi près que ça. On va continuer un petit peu avec l'histoire maritime par ici, au niveau des phares que vous voyez ici. Alors il y a eu 4 phares au Cap Fréhel. Le premier, c'est celui qui est tout à la pointe, qui date du XVIIe siècle et qui a été construit à la demande des armateurs de Saint-Malo, afin de permettre aux navires de la Compagnie des Indes orientales de pouvoir rejoindre Saint-Malo en évitant tous les cailloux qui étaient sur la côte de Bretagne du Nord. Alors le second, on est en train de le voir qui se dégage juste au niveau du phare actuel. Il y a une petite tour qui est en train de se découper sur le côté. Elle a été construite au XVIIIe siècle lors des fortifications au Vauban. C'est pas Vauban qui s'occupait des fortifications ici, c'est un de ses élèves. Vauban a eu l'intelligence, on va dire, de savoir déléguer son savoir. Et donc, c'est un de ses élèves, Siméon Garangeau, qui s'occupait de la construction de la petite tour de guet qui est juste à droite du phare actuel. Allez, on va continuer avec nos phares un par siècle. Ne vous inquiétez pas, là ça bouge, c'est vraiment le passage du cap. Au XIXe siècle, il y a eu un autre phare qu'on ne voit plus, qui a été construit à un placement du phare actuel. On ne le voit plus parce qu'il a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, afin de ne pas laisser trop de repères aux Français. Et le phare actuel, qui culmine à 103 mètres au-dessus du niveau de la mer, éclaire jusqu'à Jersey, donc 50 km. La raison pour laquelle il éclaire aussi loin, c'est bien sûr sa hauteur et en plus la puissance de son ampoule. À votre avis, quelle puissance il faut pour éclairer à 50 km pour une ampoule? C'est pas énorme, 250 watts. Et c'est alors pas vraiment des miroirs, mais c'est pas loin, c'est une optique, hein, c'est des lentilles qui vont concentrer toute la puissance du phare dans une seule direction. Et regardez le coup de bassin qui est juste sur la droite du bateau qui va passer juste devant le cap. Là on le voyait de loin tout à l'heure, là on a vraiment une très belle vue sur cet oiseau blanc avec la pointe des ailes noires. Sa technique de pêche, c'est de plonger à 100 km/h dans l'eau. Par contre, à chaque fois qu'il ressort, pas un seul poisson dans la bouche. D'ailleurs, ça qui lui a valu son nom de fou. Il faut être un petit peu fou pour plonger comme ça et toujours rater sa cible. En fait, c'est juste qu'il a le temps. Donc, quand il arrive dans l'eau, ça assomme, ça fait le nombre de chocs qui assomme les poissons. Il a le temps de l'avaler avant de ressortir. Et c'est en quelques secondes. Il a une zone de pêche qui n'est pas très profonde, c'est entre 0 et 10 mètres environ, sur des bancs de poissons comme les maquereaux, les harengs, les sardines. Ce genre de poisson. Allez, voilà, ça y est, nous avons quitté la baie de Saint-Brieuc pour rentrer dans celle de Saint-Malo, avec le passage du Cap Fréhel. Voilà des très belles vagues hein, qui sont juste là à se casser sur les rochers. Pourtant, on n'a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Imaginez ce que c'est quand on est en tempête. Hein. Moi, je les vends, les photos. C'est même pas si je les ai prises. Mais nous, on viendra avec le bateau. Là. Ah, c'est magnifique. Avec le bateau pour revenir. Ah, c'est super.
Alors nous sommes maintenant au niveau de la réserve de la Fauconnière, réserve ornithologique où on va voir de nombreux oiseaux qui viennent ici. Alors, en ce moment ils sont encore tous là, ça va pas durer hein, d'ici une semaine environ. Les petits pingouins, les guillemots qu'on a déjà vus tout à l'heure, ils vont être repartis. Pour repérer les endroits où ils nichent, ça c'est simple, il suffit de se fier aux traces qu'ils ont laissées sur les rochers, de belles traces blanches. Les premiers oiseaux qu'on va voir nicher, ce sont des mouettes tridactyles. Enfin, là, ils ne nichent pas en fait, c'est plutôt un club de célibataires par ici. Elles viennent ici pour trouver l'âme sœur, elles vont plus nicher dans une faille un petit peu plus loin. C'est le groupe qui est un petit peu sur le travers, pas très haut. La faille qui est un petit peu plus haut, là on va avoir déjà quelques alcidés. On a également un qui vole sur la gauche du bateau. Voilà, un petit peu sur le travers gauche. Et un vol au pied de la falaise. Voilà, donc on voit comme ça qui remonte, hein, c'est un petit pingouin qui vient de se poser à l'instant. Ils ont vraiment besoin de cet endroit très caractéristique pour nicher. Vous avez vu toutes les petites marches hein, qu'il y a sur cette falaise. C'est ça qui leur permet de poser leur œuf juste sur la falaise sans avoir à marcher. Enfin, le petit bassin qui passe, ça c'est magnifique. Donc ils posent leur œuf parce qu'ils sont très peu à l'aise sur terre. Donc ils posent leur œuf à flanc de falaise, un œuf qui est très stable dû à sa forme, ils n'ont même pas besoin de construire de nid. Et ils vont donc nicher là. Le petit, quand il va partir, hein, c'est en ce moment à peu près que le petit va partir, il ne s'est pas encore volé. Et donc il va partir à la nage. Pour ça, il va devoir sauter de la falaise, plutôt au crépuscule, hein, au moment où les goélands sont arrêtés de chasser. Et vous pouvez voir hein, leur vol très caractéristique hein, avec un battement d'aile très rapide qui leur permet de voler à 50-70 km/h et de nager de la même façon quasiment aussi vite. Par contre, ils sont incapables de planer. Beaucoup d'alcidés hein, qui tournent autour du bateau. Hein. Là, on a quelques pingouins qui viennent de passer. Le pingouin, c'est l'oiseau marin le plus rare de France. Hein. On a une soixantaine de couples en France, une trentaine par ici, une trentaine aux 7 îles. Et l'autre, c'est le guillemot qui a le bec un peu plus pointu. Et il est un peu plus clair. Et on a 180 couples environ par ici. On a un petit vol de mouettes hein, qui passe au niveau du rocher de la Fauconnière. Et elles vont donc à l'endroit où elles nichent habituellement, dans la faille qui est derrière le rocher. Sur le rocher un peu plus plat, on va voir principalement des goélands. Alors ici, on a 3 espèces de goélands. Goéland argenté, des ailes argentées, goéland marin, qui est le plus gros des goélands, le roi des goélands, on va dire, qui a le dos des ailes noires, et qui est un petit peu le prédateur sur les lieux. Et le goéland brun, qui a des ailes chocolat blanc. C'est le seul goéland migrateur. On a également quelques pétrels fumards hein, qui sont en train de voler au sommet de la falaise. Alors eux, contrairement aux alcidés, ce sont des excellents planeurs. Voilà, ils sont migrateurs également, ils passent la majeure partie de leur vie en mer, mais ils se nourrissent uniquement en surface. Ils sont des très bons planeurs. Le Caprel peut également se parcourir à pied. Vous voyez des gens sur le petit sentier des douaniers, également le GR34. Il y a un point de vue qui a été fait pour l'observation des oiseaux, ce qui permet de bien voir les vols des oiseaux. On voit un petit peu moins bien les nids que depuis le bord de depuis le ras de la mer évidemment. Mais ça donne quand même un très beau spectacle. Et quand le temps est clair, on peut voir jusqu'à l'île de Jersey depuis le sommet du Caprel.
maintenant dans la petite anse de Sévillé. Une anse qui est un petit peu plus abritée. Et on va pouvoir voir sur la gauche du bateau pourquoi. Il y a une zone où ça déferle un petit peu plus, où c'est un petit peu plus blanc et donc qui casse la houle. C'est un endroit où il y a un banc de sable sous-marin, environ 10 mètres de fond, et qui va donc suffire à lisser un petit peu la mer. On n'a forcément pas une mer d'huile hein, quand on met de la houle, mais c'est quand même mieux qu'au large. C'est une baie qui est très sauvage, qui a peu d'activité humaine. Il y en a eu un petit peu au début du XXe siècle, hein, il y avait une carrière qui était ici au niveau des amas rocheux. Il y a un gros rocher et puis il y a quelques petits éboulis derrière, c'était à ce niveau-là qu'il y avait une carrière. On n'aura plus grand-chose. Elle a été détruite en 1930 par une tempête. Qui se dégage un petit peu de la brume. Maintenant on a le château de la Roche-Goyon, également appelé maintenant le Port-la-Latte, qui a pris donc le nom du village qui est à côté, le dit de la Latte, et sur la commune de Plévenon. On voit qu'il a été vraiment extrêmement fortifié, ce fort du XIVe siècle avec ses deux ponts-levis, dont d'ailleurs le premier, le plus à terre, est toujours en état de fonctionnement, avec des douves naturelles, des belles murailles hein, de donjons et bien sûr un canon. Vous pouvez même voir une petite porte qui est, alors au niveau des habitations un petit peu, il y a une petite porte qui donne sur des rochers. On se demande pourquoi il y a une porte ici. En fait c'était à l'origine un leurre, pour faire croire qu'on pouvait y venir facilement depuis la mer, ce qui n'était pas le cas. Bon, ça a priori pas leurré grand monde, vu que tous les rochers qu'il y a en dessous on s'en doute assez facilement qu'il n'est pas accessible par la mer. Cet endroit il y a la citerne actuellement. Donc il a été construit au XIVe siècle par la famille Goyon de Matignon, qui a donné ce nom au château. Ça a été militaire, ce n'est plus militaire, maintenant c'est privé. Donc 14e siècle, famille Goyon de Matignon. Est-ce que vous connaissez la famille Goyon de Matignon? La famille Goyon de Matignon maintenant a changé de nom hein, suite à un mariage, c'est la famille Grimaldi, famille régnante de Monaco, raison pour laquelle le canon qui est placé sur la plateforme un peu plus avancée tire lors d'une naissance dans cette famille. Donc c'était construit au XIVe siècle, à l'époque de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Ça ne concernait pas trop par ici vu que la Bretagne était indépendante. Par contre, il y avait une guerre un petit peu entre deux ducs de Bretagne, un qui voulait s'allier plus à la France et l'autre plus à l'Angleterre. Ici, donc, c'était le duc de Penthièvre, principalement, qui avait choisi de s'orienter vers la France. Ça allait plus vers la France, mais ça n'a pas trop plu à la famille Goyon de Matignon. Comme d'autres seigneurs de Bretagne, ils avaient peur que la France les envahisse. Donc ils sont allés se tourner vers l'Angleterre, raison pour laquelle Charles V, le roi de France, a demandé à un breton d'attaquer ce fort, qui était connétable de France, du Guesclin. Et donc il a réussi à prendre ce fort pour punir un peu la famille Goyon de Matignon de cette rébellion. Vous avez vu toutes les belles défenses qu'il y a avec deux fortifications à prendre quand on vient de la terre. Et pourtant, il a réussi à prendre ce fort sans faire un seul mort. Alors la raison pour laquelle il a réussi ça, c'est qu'il connaissait très bien la fortification et le point faible de ce château. Il n'y a pas de source d'eau douce. Il n'y a pas de source d'eau douce, il n'y a qu'une citerne qui est alimentée par l'eau de pluie. Ou alors il faut aller chercher un petit peu plus loin sur la colline de l'eau.
Mais comme tout le monde le sait, il ne pleut pas beaucoup en Bretagne, et donc ils ont pu faire un siège et l'assoiffer. Le château ensuite était rendu à la famille de Matignon, il a été pris une seconde fois, 200 ans plus tard, et ça c'était dû à la création du canon. Donc, les murailles n'étaient pas faites pour. Et début 18e, fin 17e, début 18e, ce fort a été de nouveau fortifié, mais pour s'orienter plus vers la mer. Toujours par Siméon Garangeau. Le fort était là pour protéger la baie de la Fresnay, qui est juste sur la gauche du bateau, car c'est une baie qui est assez profonde, toujours en eau, et donc les bateaux de la Compagnie des Indes, les corsaires de Saint-Malo, pouvaient venir aller ici en attendant que la marée leur permette de rentrer à Saint-Malo. Le but de ce fort était donc d'empêcher aux corsaires anglais, aux corsaires, aux navires de guerre anglais ou espagnols, enfin tous les ennemis qu'on avait à l'époque, de venir piller nos bateaux.